Cela fait maintenant 7 ans que Patricia n'a plus de nouvelles de son ex-mari. Il était heureux sur un tracteur. C'était sa passion, la ferme. Assis avec sa petite Mimi, comme il l'appelait toujours. Hein. Jean Mananti, qui était aussi le père de sa fille, s'est volatilisé en pleine nuit, sans donner aucune explication. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Sa voix chantante. Il avait une voix chantante du Sud. Sa gentillesse. Les surnoms qu'il me donnait tout le temps. Il me disait toujours ma patou. Et puis, son sourire. On se dit pourquoi il n'est plus avec nous, quoi. Jusqu'au vendredi 5 octobre 2007, Jean Mananti était un homme sans histoire. À 19 ans, il s'installe dans cette ville de garnison de l'Est de la France pour faire carrière dans l'armée. Il restera 15 ans sous les drapeaux et interviendra sur de nombreux conflits, du Gabon à la Yougoslavie. Avec Patricia, il s'installe dans ce pavillon. Ils ont une fille, Émilie. Mais en 2003, le couple divorce. Jean Mananti se consacre alors à son nouveau travail de frigoriste. Une vie tranquille jusqu'au soir de sa disparition. Le lendemain du 5 octobre 2007, Jean Mananti ne vient pas récupérer sa fille pour son anniversaire. Inquiète, Patricia tente de le joindre tout le week-end, en vain. 24 heures plus tard, à quelques kilomètres de Sarrebourg, sur ce parking, un riverain voit un homme incendier une voiture. Il appelle la police qui identifie le véhicule. C'est celui de Jean Mananti. À l'intérieur, des vêtements de l'ancien militaire, mais aucune trace de son corps. Le lundi matin, soit 3 jours après sa disparition, les enquêteurs se rendent au domicile de Jean Mananti. Patricia est avec eux. Aujourd'hui, elle et sa fille ont récupéré sa maison. Là, c'était la chambre de Jeannot. Donc, quand nous sommes arrivés avec la police, la lumière de sa table de chevet est allumée. Et ici étaient les portables de l'entreprise où il travaillait. À l'intérieur, tout laisse penser que son ex-mari est parti précipitamment. Dans la cuisine, il y avait des tas de... Il y avait de la vaisselle, il y avait une passoire avec des pâtes, sa casserole, sa cuisinière et tout ça, tout était là. Hein, donc, je veux dire, il s'est préparé un repas, mais il n'a peut-être pas eu le temps de manger son repas aussi. Hein. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, ils ont fait du mal à Jeannot. Un domicile à l'abandon. Une voiture incendiée. Pour les enquêteurs, la disparition de Jean Mananti est inquiétante. Pour retrouver l'ancien militaire, ils s'intéressent à ses fréquentations. Ils découvrent qu'après son divorce, Jean Mananti s'est pris d'affection pour une femme d'origine éthiopienne, sans emploi et en proie à des difficultés financières. Nous avons retrouvé une amie de cette femme à Sarrebourg. Chantal l'a côtoyée pendant 4 ans. Selon elle, le militaire était prêt à tout pour conquérir son amie. À plusieurs reprises, il payait ses cigarettes, il faisait ses courses aussi, son ménage, ça a déjà arrivé qu'il faisait le ménage. Pour moi, c'était son pigeon. Moi, je pense que je suis pas la seule à avoir dit ça. Je pense que lui était amoureux et elle n'avait rien à faire de lui. Jean Mananti finançait à hauteur de 1 000 € par mois le train de vie de cette femme, sans doute dans l'espoir d'une relation. Mais les enquêteurs découvrent aussi qu'elle est déjà la maîtresse de cet homme, Ayhan Erdogan, avec qui elle a eu une fille. La disparition de Jean Mananti serait-elle liée à une histoire de jalousie dans ce triangle amoureux ? En tout cas, Ayhan Erdogan, 44 ans, n'est pas inconnu des services de police. Ce soudeur au chômage d'origine turque a été condamné à 4 reprises pour des faits de violence. Pourrait-il avoir tué Jean Mananti, son rival ? Les enquêteurs le placent en garde à vue. À l'hôtel de police est alors convoqué le témoin qui a vu la voiture brûler. Il croit reconnaître Erdogan comme l'auteur de l'incendie.
et un autre témoignage va venir l'accabler. Celui de sa maîtresse. Le jour de la disparition du militaire, elle raconte avoir fait le tour des agences immobilières de Sarrebourg avec Jean Mananti. Il allait lui payer le loyer d'un nouvel appartement pour qu'elle y emménage avec sa fille. Son amant aurait eu connaissance de ce projet et cela aurait déclenché sa fureur. Il vous a dit quoi au téléphone? Tu fais des sales p***. Tu traînes avec le guignol, avec ma fille. J'ai dit, je veux plus que tu m'accroches ma maison. Jano, il me prend un appartement. Maintenant, c'est fini, toi et moi. Tu peux pas me sonner et c'est fini. Je l'ai dit aussi. Je l'ai dit, tu veux plus voir ma fille. Confrontée par les enquêteurs à ces accusations, Ayane Erdogan nie tout en bloc. Il ne serait pas impliqué dans la disparition de Jean Mananti. À l'amicale franco-turque de Sarrebourg, ses soupçons suscitent l'indignation. Ayane Erdogan, par ailleurs marié et père de 3 enfants, passait ses week-ends en famille ici. Pour Hadji, son cousin, et son ami d'enfance Brice, il n'aurait jamais pu tuer un homme. C'est vraiment une personne qui est posée, qui réfléchit et qui est vraiment pas violent. Qui cherche pas à avoir les ennuis parce qu'il a une vie de famille, il a une vie sociale active. Donc pourquoi avoir des problèmes pour gâcher tout ça? Pour moi, c'est pas possible. Ayane, il peut pas. Nous, on est double nationaux, donc on a la double nationalité. S'il avait fait un truc comme ça, il serait parti au pays. Au bout de 2 jours de garde à vue, Ayane Erdogan ressort, libre. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé de corps. Et surtout, il a un alibi pour le soir de la disparition. Il faisait la tournée des bars de Sarrebourg avant de se rendre chez sa maîtresse. Ses amis confirment. Mais 3 ans plus tard, rebondissement. Une nouvelle technologie permet de déterminer a posteriori où se trouvait le téléphone mobile d'Ayane Erdogan le soir de la disparition. Cette nuit-là, son portable a d'abord émis un signal tout près du domicile du militaire. Puis 1 heure plus tard, dans une forêt reculée à une dizaine de kilomètres. Ayane Erdogan aurait-il menti sur son emploi du temps? Aurait-il tué Jean Mananti avant de faire disparaître son corps dans les bois? En mai 2013, 6 ans après la disparition, le suspect est mis en examen pour meurtre et écroué. Mais pour son avocate, la localisation de son téléphone portable n'est pas incompatible avec son alibi. Mon client n'a jamais contesté qu'il était là cette nuit-là, qu'il s'est déplacé d'un domicile à l'autre. Pour aller chez sa maîtresse, il passe forcément tout près du domicile de M. Mananti. Mais pourtant, son téléphone a été localisé près d'une forêt. La forêt a été fouillée fond en comble. On s'est dit, si Erdogan est dans la forêt, c'est avec le corps de M. Mananti. Eh ben non. Selon elle, Ayane Erdogan n'avait aucune raison de tuer Jean Mananti. Bien au contraire. Il me dit, il faudrait être stupide. Il était bien gentil, ce monsieur. Je ne le voyais quasiment jamais. On s'est croisés 3 fois dans notre vie. Il faisait en sorte que matériellement, la situation de la mère de ma gamine soit tout à fait favorable. Je n'ai aucun intérêt à le faire disparaître. Aucun, au contraire. Pourtant, Ayane Erdogan se serait trahi en menaçant sa maîtresse. La scène se serait déroulée 1 mois après la disparition de Jean Mananti. Il est arrivé par la fenêtre pour me taper. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous pouvez m'expliquer? Il m'a dit, je vais te couper 1000 morceaux comme ton guignol. Je dis, c'est quoi ça? Mais il est tué, peut-être Jano ici, à moi, il veut me tuer ou quoi? A-t-elle réellement entendu cela? Ou veut-elle régler ses comptes avec son ex-amant? Ayane Erdogan dément avoir tenu de tels propos. Après 1 an et demi d'emprisonnement, il a été libéré en octobre dernier. Il n'a pas souhaité s'exprimer avant son procès début mars. Une date que Patricia attend avec impatience pour obtenir des réponses, même si elle sait qu'elle ne retrouvera jamais son ex-mari vivant. Vous voulez quoi aujourd'hui? Savoir ce qu'on lui a fait, savoir s'il a souffert. Et puis surtout, qu'on nous dise une fois pour toutes où il est. Parce qu'on peut pas rester comme ça, sans savoir. Ça fait 7 ans déjà. Cette plaque, Patricia veut la déposer sur le lieu où sera retrouvé peut-être un jour le corps de Jean Mananti.
À 20 ans, Arthur est tombé fou amoureux d'une jeune japonaise venue étudier en France. Elle s'appelait Narumi. Après un automne passé ensemble, elle s'est volatilisée, laissant Arthur aux prises avec un deuil impossible. J'ai l'impression qu'elle est encore un peu vivante. Vous savez, quand on n'a aucun élément pour être certain de sa mort, c'est très compliqué. Moi, j'ai simplement vécu 2-3 mois avec elle, mais pour sa famille, qui l'a connue depuis toujours, c'est encore plus difficile d'accepter une telle disparition. Tant qu'il n'y a pas de certitude, il y a toujours un certain espoir. Après, j'essaie aussi d'être réaliste. Hein. Et je ne pense pas qu'elle soit de ce monde aujourd'hui. Une disparition mystérieuse à l'origine d'une énigme criminelle hors norme entre le Japon, l'Amérique du Sud et la France. Au cœur des soupçons, un jeune Chilien, Nicolas Zepeda, un ancien petit ami de la victime qu'elle fréquentait avant Arthur. Ce mardi, à Besançon, il comparaît pour assassinat. Un crime qui reste à ce jour sans cadavre. C'est le suspect numéro 1, donc à un moment donné, moi je voudrais simplement qu'il révèle ce qui s'est vraiment passé. Fin juillet 2016, Narumi Kurosaki, 21 ans, s'installe en Franche-Comté pour apprendre le français. Originaire de Tokyo, la jeune femme, indépendante et sportive, fait la rencontre d'Arthur. Ensemble, ils multiplient les sorties dans la région et les projets. C'était vraiment sa première expérience en Europe, hein. Donc c'était vraiment pleine découvertes tous les jours, des nouveaux mots, des nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Ouais, je la voyais vraiment épanouie. Elle a commencé une nouvelle aventure avec moi. Mais toujours vous savez, ce petit moment au début où vraiment on trouve ça magnifique. On voulait passer Noël ensemble, 2 semaines de vacances chez moi, pour évidemment la présenter à ma famille. L'après-midi du dimanche 4 décembre, Narumi se rend à son cours de danse. À 16h, elle passe embrasser Arthur sur le campus où ils disposent chacun d'une chambre universitaire. Puis elle regagne son bâtiment à 100 mètres de là. C'est la dernière fois qu'Arthur dit l'avoir vue vivante. Le lendemain, Narumi ne se rend pas en cours. Et le soir, Arthur reçoit un mail complètement inattendu. Je voulais te le dire en face, mais je n'en peux plus. J'ai rencontré un autre garçon. Pendant plusieurs jours, Arthur insiste pour la revoir. En vain. Je ne suis pas ta petite Narumi. Je ne suis pas une chose que tu peux posséder. Laisse-moi du temps maintenant. La jeune femme est d'habitude très assidue. Ses enseignants et plusieurs camarades de classe s'inquiètent. Narumi, ça va? Tu es absente depuis 3 jours. Oui, ça va, merci. J'ai eu quelques problèmes. J'ai endommagé mon passeport et j'ai besoin d'un nouveau. Alors je suis venue à Lyon pour le consulat du Japon pour obtenir. Mais merci de t'en soucier. Narumi est-elle vraiment l'auteur des messages? Arthur a des doutes. Il demande à une femme de ménage d'ouvrir la chambre de la jeune japonaise. Sa valise et la couverture de son lit ont disparu. Mais pas la plupart de ses effets personnels. J'ai remarqué qu'il y avait encore sa veste et sa carte de bus et son écharpe. Et en décembre, on amène forcément sa veste au moins. Et c'est à ce moment-là, disons, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alertés par l'université, après 9 jours d'absence, les policiers ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Élément troublant, ils découvrent que le 4 décembre, dernier jour où Narumi a été vue, son téléphone a borné dans cette petite ville, à 30 km de Besançon. À 19h, elle dîne dans ce restaurant, en compagnie d'un homme.
Francis était leur serveur ce soir-là. Ben, lui, il était en costume. Et elle avait été en robe sombre, si je me souviens bien. C'était un couple lambda, comme on reçoit plein de couples, qui discutaient entre eux gentiment. Et ils n'avaient pas l'air amoureux. On ne peut pas dire que ce soit comme deux amoureux qui se tiennent la main et tout. Non, ils étaient très bien. Voilà, ils se tenaient bien. Il n'y avait pas de tension, aucune tension, rien. Non, tout se déroulait très très bien. Le couple quitte le restaurant à 22h. L'homme règle avec sa carte bancaire. Il s'agit de Nicolas Zepeda, l'ancien petit ami chilien de la jeune femme. À 23h, ils entrent ensemble dans la résidence universitaire, filmés par une caméra de surveillance. Les policiers interrogent les voisins de la jeune femme. Plusieurs ont entendu des hurlements cette nuit-là, vers 3h du matin. Anne-Laure dormait au même étage. Dans la nuit, j'ai entendu des booms sur les portes, les meubles. Et après, j'ai entendu un cri très strident, très aigu et fort. Et ça s'est arrêté au bout d'1 minute et ça a repris. J'ai pas pu bouger, j'étais vraiment terrifiée, oui. Ces cris sont-ils ceux de Narumi? Nicolas Zepeda l'aurait-il agressé? Personne ne voit le jeune homme quitter le bâtiment. La vidéosurveillance ne couvre pas la sortie de secours. Les policiers ne peuvent pas l'interroger. Le jeune homme a déjà quitté la France. L'histoire de Narumi Kurosaki et Nicolas Zepeda avait commencé 2 ans plus tôt, en 2014, loin de Besançon, à Tsukuba, l'une des meilleures universités du Japon. Nicolas, issu d'une famille chilienne aisée, est venu 1 an pour étudier le commerce. C'est un garçon populaire, DJ lors de fêtes latino qu'il organise avec d'autres Sud-Américains. Parmi eux, Benjamin Del Prado, également chilien, son meilleur ami à l'époque. Il était très intelligent, il était très attentif aux autres, il savait vous mettre à l'aise. C'était un mec bien. Nicolas rencontre Narumi lors d'un événement organisé pour les étudiants étrangers. Entre eux, l'alchimie est immédiate. Il était très affectueux, toujours à lui faire des compliments, lui dire qu'il l'aimait, des câlins, des bisous. Je pense qu'elle n'était pas habituée à ce genre de démonstration d'affection. Ils étaient très différents. Nicolas était un peu un rêveur, idéaliste, sentimental. Narumi ne l'était pas. Elle m'avait dit qu'elle n'était presque jamais tombée amoureuse. Elle était très concentrée sur sa carrière et ses études. Quand Nicolas retourne au Chili à la fin de son année d'échange, Narumi vient passer 1 mois en Amérique du Sud, où elle rencontre les parents de Nicolas. Humberto Zepeda, le père du jeune homme, s'exprime pour la première fois à la télévision. Il se souvient avec émotion de la visite de la jeune femme. Nicolas la décrivait comme sa petite amie. Au Chili, on dit polola, fiancée. On voyait immédiatement le bonheur de Nicolas. Je le voyais dans ses yeux, il était très heureux, très content. Et je voyais aussi que pour Narumi, c'était la même chose. Elle était très heureuse. Ils partageaient beaucoup. Ils ne se séparaient jamais. Début 2016, le jeune homme retourne au Japon pour trouver du travail et par amour. Il s'installe dans le studio de Narumi. Leur relation se serait alors dégradée. Une fois, elle m'a dit qu'elle n'était pas totalement à l'aise, que c'était une décision étrange de quitter le Chili juste pour être avec elle et chercher du travail dans un pays dont il ne parlait pas la langue.
Il n'avait rien à faire. Il n'avait plus de cours. Parfois, Narumi voulait sortir avec ses amis. Et Nicolas s'énervait, se plaignait d'être délaissé. Il y avait beaucoup de disputes, de crises de colère. Narumi s'envole fin juillet pour son année d'études en France, laissant Nicolas seul au Japon. Rapidement, sur Facebook, la jeune femme affiche sa nouvelle vie, entourée de ses nouveaux amis. Nicolas l'aurait difficilement supporté. Il l'aurait soupçonné de flirter avec d'autres garçons, notamment avec Arthur. Le 7 septembre 2016, Nicolas publie sur YouTube un message en forme d'ultimatum. Cette vidéo est une déclaration. Récemment, Narumi s'est mal comportée, ce qui l'oblige à respecter certaines conditions si elle veut sauver cette relation. Elle doit montrer que je peux lui faire confiance et payer un peu le prix pour ce qu'elle a fait. Et réaliser qu'elle ne peut pas aller à droite et à gauche et faire ce genre d'erreur, alors qu'une personne l'aime. Début octobre, la jeune femme décide de le quitter. C'est trop pour moi, trop d'amour oppressant. Vraiment, je ne peux plus le supporter. J'ai besoin de te rendre ta liberté, donc de rompre. À l'époque, au Japon, Nicolas se confie à un autre étudiant. Il me disait pourquoi Narumi veut me quitter alors que je fais de mon mieux et que je la traite tout le temps comme une princesse. Il était hyper triste. Il pleurait vraiment. Il me disait, tu sais, j'ai dû abandonner beaucoup de choses au Chili pour venir au Japon. J'ai fait tout ça pour elle. Et elle veut me quitter. C'est injuste. Nicolas Zepeda quitte le Japon. Le 29 novembre, quelques jours avant la disparition de Narumi, il atterrit à Genève. Le lendemain, il arrive en train à Dijon, où il loue une voiture. Un véhicule équipé d'un système de géolocalisation qui permettra aux enquêteurs de retracer ses déplacements. Nicolas Zepeda prend la route pour Besançon, puis se gare près de la résidence de Narumi. Le véhicule y reste stationné toute la nuit. Le lendemain, dans ce centre commercial, le jeune Chilien achète avec sa carte bancaire un spray à la javel, un bidon de pétrole de 5 litres et des allumettes. Le 4 décembre, après 96 heures passées à proximité de la résidence, Nicolas Zepeda aurait abordé Narumi pour lui proposer de dîner. Selon lui, une invitation amicale. Une version peu crédible pour Randall Schwerdorfer, avocat partie civile au dossier. Quelles étaient les intentions de Nicolas Zepeda ? Moi, je crois que quand on fait autant de kilomètres, quand on fait autant d'efforts pour venir voir quelqu'un, c'est pas juste pour être ami. C'est pas juste pour avoir une discussion de 2 heures dans un restaurant dans le Jura, même si le Jura est sympathique. Donc je pense que les objectifs de Nicolas Zepeda n'étaient pas juste de revoir Narumi ou juste de passer une soirée avec Narumi. Et je pense qu'on était bien au-delà de ça dans ses attentes. Alors, de quelle façon Narumi y a-t-elle ou pas répondu ? Qu'est-ce que ça a pu provoquer ? Toujours est-il que suite à cette soirée, on ne verra plus jamais Narumi. La voiture de Nicolas Zepeda ne repart de la résidence que 30 heures plus tard. Au matin du 6 décembre, il se serait déplacé pendant 2 heures dans cette forêt de la région. Les enquêteurs le soupçonnent de s'être débarrassé ici du corps de Narumi. Malgré des fouilles intensives, ils n'en trouveront aucune trace. Le Chilien aurait-il vraiment tué la jeune japonaise ?
Et si oui, comment? Le suspect a peut-être lui-même livré un indice. Nicolas Zepeda va partir ensuite en Espagne, chez son cousin. Ils vont avoir une discussion initiée par Nicolas Zepeda sur le temps qu'on met pour décéder en cas d'asphyxie ou de suffocation, qui est assez étonnant. En tout cas, c'était suffisamment significatif pour que ça interpelle, y compris sa propre famille. Nicolas Zepeda aurait ensuite menti pour éviter que les soupçons ne pèsent sur lui. C'est la salle où je faisais les réunions avec les étudiants. Jérémy Bride était l'un des professeurs de Narumi au Japon. Il connaissait aussi Nicolas. Je l'appelle pour savoir s'il a des nouvelles de Narumi. Il me dit que pas du tout, qu'il n'a pas été en contact avec elle récemment. C'est là qu'il me parle un petit peu du caractère de Narumi. Il me racontait aussi qu'une fois, ils étaient partis en vacances ensemble et que, comme ça, sans raison, elle avait disparu. Et que pendant plusieurs heures, ils n'avaient aucune nouvelle de Narumi et qu'ils ont dû la chercher et qu'ils l'ont retrouvée au bord de la mer. Je crois qu'il me disait qu'elle avait une relation spéciale avec la mer, etc. Autre témoignage troublant, celui de cette connaissance de Nicolas qui souhaite rester anonyme. Selon elle, le Chilien la contacte le 11 décembre pour traduire des phrases en japonais. Il m'a dit qu'il avait commencé à prendre des cours de japonais et qu'il avait appris des nouvelles phrases. Mais il voulait savoir comment le dire de façon plus informelle, parce qu'on ne l'apprend pas comme ça à l'école. J'ai dit oui, bien sûr, et j'ai traduit ces 2 phrases précises. Je pars en voyage seule et depuis peu, j'ai un nouveau petit ami. Juste après, la mère de Narumi reçoit ces messages, accompagnée d'une photo d'Arthur, le jeune Français rencontré à Besançon. Depuis peu, j'ai un nouveau petit ami. Je pars en voyage seul. Les enquêteurs pensent que Nicolas Zepeda a pris le contrôle du téléphone de Narumi. Et que depuis le 5 décembre, depuis sa disparition, c'est lui qui écrit à tous ses proches. Pour la justice, 1 mois après la disparition de la jeune femme, il n'y a qu'un seul suspect. La famille de Narumi et ses proches, interrogés par les enquêteurs, avaient rapidement évoqué la personnalité envahissante et inquiétante de son ancien petit ami d'origine chilienne. Le suicide, la disparition volontaire sont clairement exclus. De son côté, Nicolas Zepeda est rentré au Chili et clame son innocence. Il remet une lettre à Interpol pour donner sa version du déroulement de la soirée après le restaurant. Narumi m'a proposé de venir dans sa chambre pour faire l'amour. Quand nous avons terminé, Narumi s'est sentie coupable. Elle a eu une crise de panique parce qu'elle était infidèle. Elle m'a demandé de partir dans le but d'être tranquille. J'ai attendu que Narumi me contacte, mais cela ne s'est jamais produit. « 3 ans passent avant que le Chili n'examine la demande d'extradition de la justice française. Nicolas Zepeda, souhaitez-vous faire une déclaration? Non. Parfait. L'avocate de Nicolas Zepeda fustige l'instruction menée en France, qui, selon elle, ne repose que sur des hypothèses. Aucun de ses amis dans la résidence ne dit que les cris peuvent correspondre à ceux de leur ami Narumi. Il n'y a pas de traces de sang, pas de désordre, pas de traces de lutte ou quoi que ce soit. La voiture de Nicolas Zepeda, la moquette, a été aspirée. Il n'y a aucune trace, aucun cheveu, rien. Et quand il a rendu la voiture, il est établi qu'il ne l'avait ni lavée ou aspirée. Si l'enquête ne peut même pas s'appuyer sur le corps de Narumi, il faut qu'il y ait au moins des preuves puissantes, sérieuses, qui permettent d'accréditer l'existence d'un homicide. Et ce n'est pas le cas ici. Finalement, l'extradition est accordée. À l'été 2020,
Nicolas Zepeda quitte le Chili pour la France. À Besançon, il est mis en examen par la juge d'instruction pour assassinat et répond point par point à l'accusation. Vous achetez un bidon de 5 litres de produits inflammables. Pourquoi faire? J'ai travaillé à Rent-A-Car. Les consignes de sécurité étaient de prendre avec soi un bidon d'essence de secours si les distances sont trop longues. Dans quel but avez-vous demandé des traductions? Si elle dit que je lui ai demandé de traduire ces phrases, c'est qu'elle ment. Incarcéré dans cette prison depuis plus d'1 an et demi, Nicolas Zepeda conserve le soutien de ses parents. Son père a prévu d'assister aux 3 semaines d'audience qui commencent mardi. La situation est très difficile pour toute notre famille, et surtout pour Nicolas. Il est seul dans un pays qu'il ne connaît pas. Il ne parle pas français. Il est très triste et inquiet de ne pas savoir ce qui est arrivé à Narumi. Mais il tient le coup parce qu'il sait qu'il est complètement innocent des faits qui lui sont reprochés. Nous en sommes tous persuadés. La mère et les 2 sœurs de Narumi assisteront aussi au procès. Elles seront accompagnées de Sylvie Gallet, leur avocate depuis le début de l'affaire. Leur seul but, c'est de repartir avec le corps de leur fille. Ils voudraient pouvoir l'enterrer selon leurs traditions japonaises et leurs rituels, lui permettre de traverser cette étape entre la vie et la mort. Ils vivent figés, ils vivent depuis 5 ans avec le fantôme de leur fille. L'avocate française de l'accusé n'a pas souhaité répondre à nos questions. Présumé innocent, Nicolas Zepeda, 31 ans aujourd'hui, risque la réclusion criminelle à perpétuité.